Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui marque un petit tournant sur cette chaîne. Effectivement, je vais maintenant sortir une vidéo par mois au lieu de deux, mais chacune d'entre elles sera à peu près 2 fois plus longue que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Grâce à ça, je pourrais passer bien plus de temps à écrire et monter mes vidéos et donc aborder les sujets bien plus en profondeur. Et donc aujourd'hui, pour marquer ce tournant, je vais parler d'une œuvre que j'affectionne tout particulièrement et dont la saison 2 sort justement en ce moment, Frieren. Alors, avant de commencer, Frieren, c'est quoi? C'est un manga sorti en 2020, écrit par Kanehito Yamada et dessiné par Tsukasa Abe, puis adapté par la suite en animé en 2023. C'est une œuvre de medieval fantasy où l'on suit donc Frieren, une mage elfe qui se retrouve à partir en expédition avec une équipe d'aventuriers un peu à la manière de Donjons et Dragons. Et comme toute bonne campagne de D&D qui se respecte, leur mission est d'aller sauver le monde face au roi des démons. Bref, jusque-là, rien qui ne sorte vraiment de l'ordinaire. Mais la particularité de cette aventure, qui s'étale pourtant sur un périple de 10 ans, c'est que nous n'en verrons presque rien. Effectivement, si Frieren s'annonce au départ comme une quête contre le mal, dès l'épisode 1, le monde est libéré de son tourment par nos aventuriers. Mais alors, qu'est-ce qui rend ça intéressant? Eh bien, sauver le monde, ça ne sauve pas forcément les gens, ça ne répare pas les relations et ça ne rend pas les regrets moins réels. Et ce groupe ayant terminé sa mission se sépare sous une pluie d'étoiles filantes qui a lieu tous les 50 ans et promet de se retrouver à la prochaine. Et ce qui semble pour Frieren n'être qu'un au revoir sera en fait presque un adieu, car c'est là le thème principal de Frieren, le temps. Et oui, Frieren est une elfe et son rapport au temps justement n'a rien de comparable à celui des humains. Quand 50 ans plus tard elle retrouve un de ses compagnons, Himmel, il est mourant car rattrapé par son âge. À sa mort, Frieren se retrouve frappée par une vérité qu'elle semblait avoir oubliée, celle que le temps n'ignore qu'elle. Et nous avons donc là la base de ce que sera Frieren. Mais avant de se plonger plus en profondeur dans l'histoire, voyons d'abord d'où cette dernière est née. À l'image du voyage de Frieren, le manga est le résultat d'un parcours long, parfois frustrant, et porté par une autrice qui n'a jamais occupé le centre du paysage manga avant cette œuvre. Kanehito Yamada est une autrice extrêmement réservée, et il existe très peu d'informations publiques sur sa vie personnelle. À vrai dire, le fait même que Yamada soit une femme n'est qu'une supposition. Je vais quand même la genrer comme une femme parce que la plupart des sources semblent aller dans ce sens, mais on n'en est même pas sûr. On ne sait pratiquement rien de son enfance et son Wikipédia fait la taille de ma copine, c'est-à-dire vraiment pas très grand. Mais en vérité, c'est pas si bizarre que ça. Être mangaka au Japon, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, c'est pas un statut si prestigieux que ça. Et les Japonais n'ont pas tout à fait le même rapport à leurs auteurs que ce qu'on peut avoir en Europe et notamment en France. Si en France on a tendance à voir les auteurs de livres ou de BD comme des artistes, au Japon un mangaka sera plutôt considéré comme un artisan, un fabricant d'histoires qui produit dans un cadre industriel très structuré. Et le manga est une industrie où l'œuvre prime toujours sur la personne qui l'a créée. A contrario, en France, même si ça reste une industrie, on valorise plus fortement l'auteur, son discours et ses intentions. Mais au Japon, le mangaka est jugé sur sa capacité à livrer un récit régulier, efficace et adapté aux attentes du magazine dans lequel il est publié. Aussi, le rythme de production est particulièrement effréné et nombreux sont les auteurs qui se ruinent la santé. Beaucoup d'œuvres sont d'ailleurs encore aujourd'hui en pause à cause de la santé de leurs auteurs. Et dessiner encore depuis son lit d'hôpital n'est même pas une pratique si peu courante. Et dans ce contexte donc, exposer sa vie privée ou construire son image publique n'est pas toujours ni nécessaire ni souhaitable. Beaucoup de mangaka décident donc de rester discrets et nombreux sont ceux qui travaillent sous pseudonyme. La discrétion de Kanehito Yamada n'a donc rien d'exceptionnel et est même assez compréhensible. Ça correspond simplement à une vision très japonaise du métier de mangaka où l'auteur s'efface derrière son œuvre. Ce que l'on sait en revanche, c'est à quel moment elle entre dans l'industrie. En 2009, elle remporte le Manga College Award du Weekly Shonen Sunday, pour une œuvre d'ailleurs qui ne sera jamais publiée et dont même le titre est introuvable. Et pendant plus de 10 ans, Yamada va publier sans pour autant jamais vraiment réussir à s'installer. Elle publiera notamment Nanashiwa Itaidare Desho et Bochi Hakaze to Robo Choujo no Zetsubo Teki Utopia, qui sont définitivement des titres beaucoup trop longs, et malheureusement ces œuvres n'ont de notable que la longueur de leurs titres. Effectivement, la critique, sans pour autant les descendre, donnera un avis mitigé sur ces deux mangas. Et à partir de fin 2019, alors que Yamada cherche de nouveaux projets, l'éditeur Katsumasa Ogura, alors responsable éditorial chez Weekly Shonen Sunday, va proposer une collaboration entre Yamada et une jeune dessinatrice prometteuse qui travaille avec eux depuis un peu plus de 2 ans, Tsukasa Abe. Et à ce moment-là, Yamada trouve justement son point de départ. Elle veut une histoire qui se pose la question, que se passe-t-il après la fin de l'aventure? Le projet initial se veut d'ailleurs bien plus comique et moins mélancolique que ce que sera finalement Frieren. Et ce glissement sur une version bien plus nostalgique du projet arrive justement grâce à l'influence de Tsukasa. À force de discussion, les thèmes abordés par l'œuvre s'additionnent et Frieren devient très vite un très gros projet. Et cette réorientation est
confirmé à la sortie du premier chapitre le 28 avril 2020. Et dès cet instant, alors que le tome 1 n'est même pas encore sorti, le public commence déjà à s'intéresser de près à Frieren. Le premier tome justement sortira quelques mois après en août 2020, et à partir de ce moment-là, le manga ne cessera jamais de gagner en popularité. Très tôt, Frieren est remarqué et récompensé par des prix majeurs du milieu, notamment le Grand Prix du Manga Taisho en 2021. Ce qui plaît, c'est la manière dont Frieren détourne les codes du shonen et de l'aventure pour en explorer des aspects très différents. Si Frieren s'annonce comme un manga d'aventure, la question qui est soulevée, c'est comment vivre dans un monde où tout change sauf toi. Et le récit adopte réellement le point de vue temporel de Frieren, jusque même dans sa structure. Frieren est plus ou moins immortel, ou en tout cas capable de vivre plusieurs millénaires, donc ça revient à peu près au même. Pour elle, 10, 20, 50 ans, ce ne sont pas des durées chargées émotionnellement de la même manière que pour un humain. Et pour cette raison, quand plusieurs mois ou années passent entre deux scènes, ce n'est pratiquement jamais traité comme un événement. La série coupe et reprend plus loin naturellement. Et pour comprendre un peu mieux sa psyché, il faut parler d'un des personnages humains les plus importants de son passé, lequel est Himmel, le héros du groupe. Pour le monde, Himmel est devenu une légende. Mais pour Frieren, il est surtout quelqu'un qu'elle a connu, mais qu'elle n'a jamais vraiment appris à comprendre. Et c'est seulement après sa mort qu'elle commencera à comprendre la nature du lien qui les unissait. Effectivement, Himmel s'était épris de Frieren, mais ça, elle ne le comprendra petit à petit que bien plus tard. Et détail après détail, souvenir après souvenir, on a le plaisir de se promener dans les sentiments de Frieren au fur et à mesure de l'œuvre. Il n'y a d'ailleurs pas de cliffhanger où Frieren découvre brutalement quelque chose, mais seulement une accumulation lente de petits souvenirs qui prennent soudain un poids énorme. L'émotion ne vient pas de l'intensité d'un moment, mais de leur somme. Et si Frieren va aussi changer sa vision du temps, c'est aussi grâce au personnage de Fern. Fille adoptive de Hater, un autre des anciens compagnons de Frieren, elle sera prise comme apprentie par cette dernière car c'est justement la dernière volonté de Hater. Là où Frieren a vécu des siècles sans vraiment voir le temps passer, Fern, elle grandit avec la conscience que le temps est limité. Orpheline très jeune et confrontée à la mort très tôt, elle n'a pas eu le luxe de croire que les choses pouvaient attendre. Et si Frieren commence réellement à évoluer émotionnellement à partir du moment où Fern entre dans sa vie, c'est qu'elle sait que cette dernière est éphémère. Frieren nous montre que la sagesse ne vient pas de l'expérience accumulée, mais de la conscience de la finitude. Et l'œuvre traite aussi avec cette relation du sujet de la transmission. Ce qui se transmet n'est presque au final jamais ce qui a été conçu pour durer. Les grandes batailles sont oubliées, les noms se déforment, les visages se figent et les récits se réduisent à quelques lignes gravées dans la pierre. En revanche, ce qui traverse réellement le temps, ce sont des choses insignifiantes. Des gestes, des expressions, des habitudes ou bien ces sorts inutiles que Frieren affectionne tant. Effectivement, elle collectionne les sorts sans valeur stratégique. Faire pousser des fleurs, dépoussiérer un meuble, changer la couleur d'un vêtement, car Frieren sait que ce qui se transmet, ce n'est pas ce qui est spectaculaire, mais ce qui est pratiqué. Les exploits disparaissent car ils n'ont lieu qu'une fois, les usages eux restent car ils sont répétés. Ce qui distingue aussi Frieren des autres récits d'aventure, ce n'est pas seulement son rythme ou sa mélancolie, mais le fait que le point de vue central ne soit pas celui du héros. Le vrai héros, Himmel, a déjà accompli sa fonction. Il est devenu une légende, il a été statufié, le récit n'a plus besoin de lui pour avancer. À la place, Frieren adopte le regard de celle qui n'a jamais vraiment été considérée et qui n'entre pas dans la légende. Ce qui est aussi frappant quand on regarde Frieren, c'est qu'au départ, on n'a pas spécialement l'impression qu'on nous emmène quelque part. Et certains épisodes ressemblent plus à des petites nouvelles qu'à des chapitres d'une grande intrigue. On avance donc pas à pas et à force de détails, quelque chose commence à prendre forme. Et le public ayant donc été conquis par cette narration dans le manga, dès 2022, une adaptation en anime est prévue. Le producteur principal, Shoichiro Taguchi, a lu le premier chapitre du manga très tôt et a directement décidé qu'il voulait en faire une adaptation en animé. Dans ses discussions avec l'éditeur et les partenaires, il a mis l'accent sur l'importance de choisir un studio et une équipe capable de rendre la sensibilité particulière de Frieren. Un travail qu'il savait que Madhouse et Yuichiro Fukushi pouvaient porter. L'anime sera donc produit par Madhouse, un studio prestigieux et un des plus vieux de l'animation japonaise. Et il se trouve que son histoire mérite largement une parenthèse, alors allons-y. Le studio est fondé en 1972 par un groupe de gens venus de Mushi Productions, un studio historique lié à Osamu Tezuka, auteur notamment connu pour Astro Boy et carrément surnommé le père du manga. C'est donc un groupe d'animateurs extrêmement expérimenté et qui a carrément assisté à la naissance
réinvente l'animation japonaise comme on la connaît. Et dès le départ, Madhouse va faire un peu de tout, des séries, des films, de tout genre et de toute durée. Mais malgré cette diversité, Madhouse est très vite considéré comme un studio qui sait instaurer une ambiance. Pas seulement donc animer proprement, mais porter une vibe et un rythme avec une mise en scène réfléchie et marquée. Là où les autres studios cherchent généralement la stabilité, Madhouse multiplie les formats et les tons. Madhouse reste une plus ou moins petite structure, obligée d'accepter des projets alimentaires pour financer des œuvres plus ambitieuses. Au début des années 90, Madhouse publiera par exemple Ninja Scroll, film qui connaîtra un succès commercial très important, notamment en Occident, et qui deviendra un des porte-étendards de l'animation japonaise plus mature à l'étranger. Mais la volonté de qualité de Madhouse les place toujours dans une situation financière assez précaire. Le studio grandit et gagne en reconnaissance, mais ne se stabilise jamais vraiment. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Madhouse entre dans ce que beaucoup considèrent comme son âge d'or artistique. C'est notamment dans cette période qu'ils produiront Perfect Blue, Millennium Actress et Paprika, tous réalisés par Satoshi Kon. Cette collaboration avec Satoshi Kon marquera d'ailleurs à jamais le studio. Et c'est ça qui en fait définitivement un pilier de l'animation, même si un peu en marche par rapport aux autres. En février 2004, Madhouse devient une filiale de Index Corporation, leur évitant une faillite à moyen terme malgré le succès de leurs films. Et nombreuses sont les œuvres, généralement un peu à contre-courant d'ailleurs, qui sortiront de chez Madhouse à ce moment-là. Le premier pivot étant Monster. Sorti en 2004, c'est un thriller policier assez noir et probablement le plus connu de l'animation japonaise dans son genre. Et 2 ans après ça, sortiront encore 2 monuments de l'animation japonaise. Le premier, j'en ai déjà parlé, il s'agit de Nana. Et oui, Nana, ma première vidéo sur cette chaîne y est entièrement consacrée et vous pouvez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Et si rares à cette époque sont les animés qui arrivent au succès de Nana, Madhouse va se faire sa propre concurrence. Car le deuxième animé sorti cette année-là, c'est Death Note. Et encore une fois donc, Madhouse frappe avec un des plus gros succès de l'histoire. Et encore une fois, ils le font avec une œuvre qui n'a pas initialement été pensée pour être grand public et qui traite de sujets complexes. Mais ce n'est toujours pas fini parce qu'en 2011 rebelote avec Hunter x Hunter. Et oui, ça devient presque redondant à force parce que Hunter x Hunter fait lui aussi partie des piliers dans sa catégorie et a eu un succès phénoménal. Et c'est tout de même un shonen de 148 épisodes. Et ici, la prouesse tient donc aussi de l'endurance. Rester constant sur cette durée-là, ce n'est vraiment pas évident et c'est un tout autre rythme de production. Mais 2011 marque aussi un nouveau tournant dans l'histoire de Madhouse. Car cette année-là, Nippon TV devient actionnaire majoritaire et passe même à 95% du capital en 2014. Et si le talent de l'équipe de Madhouse et le ton qu'ils insufflent dans chacune de leurs œuvres ne changent pas, c'est le choix des œuvres adaptées qui lui va un peu changer. Effectivement, Nippon TV prendra moins de risques que ce qu'a fait le studio par le passé, mais ça ne les empêchera pas les années suivantes d'enchaîner encore une fois sur 3 gros succès. Lesquels sont dans l'ordre de sortie, Parasite, One Punch Man et Death Parade. 3 très gros succès, critiques et commerciaux. Seulement pendant 7 ans après ça, le studio ne va pas fournir d'œuvres particulièrement marquantes. Bien sûr, avant que un anime vienne changer la donne, Frieren. Étant donné sa popularité, une adaptation en anime était à prévoir, mais quand le public voit le nom de Madhouse, pour beaucoup c'est un gage de qualité qui s'annonce. Le réalisateur de cette adaptation est donc Keiichiro Saito, connu pour avoir aussi réalisé Bocchi the Rock, et au scénario c'est Tomohiro Suzuki qui lui avait travaillé sur One Punch Man. Aussi, une des décisions marquantes de ce début de production concerne les OST. Plutôt que de coller les musiques après coup comme c'est souvent la norme, l'équipe a décidé d'intégrer la musique très tôt dans le processus créatif. Ce qui, vous commencez peut-être à le savoir, me rend particulièrement
particulièrement heureux, car j'aime vraiment quand la musique est au cœur d'une œuvre, que ça concerne l'animation, le jeu vidéo ou le cinéma. Et ici pour Frieren, la bande-son est composée par Evan Cole, un compositeur américain notamment connu pour son travail sur Violet Evergarden, un autre animé que j'affectionne d'ailleurs beaucoup et sur lequel je ferai sûrement une vidéo un jour. En tout cas, dès le début de la production, il est clair pour Cole que Frieren contiendra énormément de scènes où il ne se passe en apparence presque rien et où la musique doit donc porter l'émotion. Les OST ayant d'ailleurs été composées très tôt, elles ont directement guidé les animateurs sur la manière de rythmer certaines scènes importantes. Mais quand on parle de musique dans un animé, il n'y a pas que la bande-son, il y a aussi les openings. Dans l'animation japonaise, les openings et endings sont particulièrement importants. Si dans le reste du monde certaines séries ont leur générique marquant, rares sont ceux à l'être autant dans l'esprit du public que ne le sont ceux des animés. Exception faite peut-être de séries comme Game of Thrones ou Friends. À partir des années 70-80, les animes étaient diffusés à la télévision japonaise et pensés pour une diffusion hebdomadaire. C'est donc un public qui n'est pas toujours captif, qui regarde distraitement et qui arrive parfois en cours d'épisode. D'où d'ailleurs à cette époque l'émergence des animes dits fleuves, soit de très longues fresques dans lesquelles il n'est pas dramatique de louper un épisode. À l'image d'ailleurs dans le reste du monde des feuilletons policiers ou des sitcoms. L'opening sert alors à rappeler ce qu'on regarde, à créer une ambiance et à capter l'attention. En quelques secondes, il doit situer un univers, une histoire et un ton. Très tôt, l'opening devient donc un outil de fidélisation et marque un rendez-vous. On ne regarde pas simplement un épisode, on rentre dans un moment ritualisé. Mais à partir de la fin des années 90 et surtout des années 2000, ce rôle va s'élargir. Les openings, progressivement, deviennent des produits culturels à part entière. Les chansons sont vendues en single, diffusées à la radio et servent de tremplin à de nombreux artistes. Les animés bénéficient donc de la notoriété des artistes et inversement. Ce glissement a d'ailleurs un peu changé la manière dont les openings sont conçus. Ils ne sont plus forcément là pour présenter la série, mais plus pour être des outils promotionnels. Concernant Frieren, le premier opening est composé par YOASOBI, groupe connu avant ça pour les openings de Beastars et Oshinoko. Le second, lui, est composé par Yorushika, un groupe lui connu pour ses thèmes récurrents, lesquels sont le temps qui passe, les souvenirs, les voyages et l'introspection. Comment donc ne pas l'associer naturellement à Frieren? Les endings, eux, sont chantés et composés par Millet, qui les fait se répondre l'un l'autre et leur donne des paroles particulièrement intéressantes. Le producteur principal a dit qu'au lieu de chercher à faire la meilleure adaptation de fantasy, l'idée était de faire de Frieren une œuvre incomparable à toute autre série du même genre. L'idée étant donc d'insister sur la singularité de l'œuvre et sur ce qui la différencie des autres animés du même genre. Cette démarche a d'ailleurs guidé la création de tous les environnements, les décors et les ambiances, esthétiquement comme symboliquement. Frieren a d'ailleurs eu droit à une période de production d'environ 2 ans, ce qui est quand même relativement long et témoigne de l'effort mis sur la qualité. Niveau animation, les micro-gestes sont au cœur du travail, la précision sur les regards et les hésitations est principale. L'animation des vêtements et des cheveux face au vent est aussi particulièrement travaillée par rapport à ce qui se fait habituellement. Et cette animation qui demande une maîtrise très particulière est en fait l'héritage direct du travail de Madhouse sur les films de Satoshi Kon ou sur des séries comme Monster ou Nana. C'est à ce moment-là que Madhouse a appris à faire confiance au silence et aux détails. Frieren s'inscrit donc dans cette tradition avec une animation qui ne cherche pas à impressionner instantanément mais à accompagner le regard du spectateur sur la durée. Souvent, quand on parle de l'animation sur une série, on a tendance à critiquer ou vanter le travail des animateurs. Mais la réalité est un peu plus complexe que ça. Le bien n'est jamais acquis mais toujours troqué contre la qualité de vie des animateurs. D'ailleurs, un gros studio comme Madhouse, ça ne signifie pas pour autant une équipe soudée qui travaille ensemble du début à la fin. En réalité, chaque épisode est le résultat d'une longue chaîne de travail. Et on y retrouve certes des animateurs internes au studio, mais aussi des freelances, des animateurs invités d'autres studios, des studios de sous-traitance parfois même à l'étranger, le tout coordonné par des directeurs d'animation qui passent leur temps à corriger et à refaire. Et le problème central dans toute cette chaîne, ce n'est pas le manque de talent. Le Japon regorge d'animateurs talentueux. Le vrai problème, c'est le temps. Et oui, justement, on y revient. La majorité des séries sont produites avec des plannings extrêmement serrés, souvent d'ailleurs finalisés alors que la diffusion a déjà commencé. Ça crée ce qu'on appelle des productions en flux tendu où chaque retard se répercute sur l'épisode suivant. Et dans ce cas de figure, malheureusement, la priorité c'est pas de faire assez bien, mais de faire assez vite. Une fois rajouté à tout ça les coupes budgétaires et la pression des investisseurs, on se retrouve avec des œuvres prometteuses à l'animation finalement catastrophique car faites dans l'urgence. Alors généralement qu'elles sont faites par des animateurs qui laissent leur vie et leur santé de côté. Ils sont d'ailleurs aussi extrêmement nombreux à être sous-payés, surtout en début de carrière. Ce qui signifie que passer du temps sur un détail, ce n'est pas seulement un choix artistique, c'est un investissement personnel. C'est d'ailleurs pour cette même raison que certains films se retrouvent avec des effets spéciaux catastrophiques, alors même que les technologies actuelles devraient permettre une qualité irréprochable. Et même chose pour des jeux vidéo qui sortent à moitié finis et bourrés de bugs, alors que des développeurs y ont consacré leur vie pendant des années. Et c'est comme ça dans toutes les industries, mais le développement
développement de jeux vidéo et l'animation japonaise sont particulièrement ingrats. Heureusement, quand les studios manquent de temps, c'est-à-dire à chaque fois, il existe plusieurs solutions pour masquer un peu les failles. On joue avec des masques d'effets, des filtres, la lumière, des zooms ou même plus souvent la 3D. A l'inverse, une animation basée sur des plans longs et des micro-gestes n'est paradoxalement pas plus facile à produire. Parce que oui, c'est généralement moins rapide, mais c'est donc aussi moins facile à cacher. Un animé avec une qualité d'animation comme celle de Frieren implique une stabilité de production très rare. Ça suppose que les épisodes ne soient pas terminés dans l'urgence absolue, mais ça demande aussi une supervision artistique très stricte et qui ne laisse rien passer. Mais surtout, comme je le disais, ça demande aussi d'avoir un calendrier suffisamment long pour que les animateurs puissent vraiment travailler. Ce qu'un studio comme Madhouse peut beaucoup plus se permettre au vu de son poids. Question design d'ailleurs, l'anime est très fidèle à ce que Tsukasa Abe a initié dans le manga. Les lignes sont simples, peu chargées et les visages ne cherchent jamais l'expressivité outrancière. Et bien sûr, la fidélité graphique ne servirait à rien sans une mise en scène cohérente. Et encore une fois, le travail de Tsukasa mêlé à celui des équipes chargées de l'adaptation donne un super résultat. Et si ce ton contemplatif plaît autant, c'est aussi que beaucoup de récits sont écrits comme des machines à retenir l'attention, avec des plot twists toutes les 5 minutes et des cliffhangers à chaque fin d'épisode. Le problème étant que les histoires finissent par toutes se ressembler et à devenir totalement insipides. Et sans avoir un discours de vieux con, il faut aussi admettre que les réseaux sociaux ont réduit le temps d'attention moyen, notamment à cause du format court qui est devenu la norme. Et c'est peut-être en partie pour ça que ce type d'œuvre touche autant. Ici, on ne consomme pas un épisode, on avance avec lui. Et ce qui nous reste à la fin, ce n'est pas forcément le souvenir d'une scène choc, mais une humeur, un sentiment qui s'installe et qui laisse respirer. Bien sûr, j'évoque Frieren comme une œuvre lente et contemplative, mais elle a aussi son lot d'action et de combat, sans quoi d'ailleurs elle n'aurait sûrement pas séduit un public aussi large. La différence, c'est peut-être que l'action n'est pas un objectif en soi, mais certains combats arrivent quand même à être particulièrement épiques et offrent de vrais moments de satisfaction. Surtout dans les très rares scènes où Frieren dévoile l'étendue de sa puissance. Frieren a donc aussi ses moments de tension, d'épique et de catharsis, mais elle les utilise avec parcimonie. Cette rareté d'ailleurs rend les scènes d'autant plus marquantes. Parce qu'elles surgissent dans un récit habitué au calme, elles frappent d'autant plus fort. Mais donc ces moments-là mis à part, 80% du temps, ça reste très posé et contemplatif. Et ça implique qu'on passe beaucoup de temps à regarder les décors. L'équipe de production a d'ailleurs choisi de garder une grande partie des dessins réalisés à la main pour les paysages et les arrière-plans. Ce qui est intéressant parce que généralement maintenant, ce genre d'éléments-là sont faits en 3D. Mais ici, ce choix du fait main donne au monde un aspect organique, imparfait et changeant. Les villages, les routes, les ruines ne sont jamais de simples décors, ce sont des lieux marqués par le temps. Les personnages sont d'ailleurs souvent placés petits dans le cadre, presque absorbés par l'environnement, pour montrer que ce monde continue d'exister indépendamment d'eux. Les saisons, la météo, l'usure des bâtiments deviennent des marqueurs silencieux du temps qui passe, là où Frieren, elle, reste inchangée. Et les constructions humaines, les statues, les monuments, eux, racontent ce que le monde a choisi de retenir. Ils laissent au spectateur le temps d'observer et de comprendre que dans Frieren, le monde a toujours une longueur d'avance sur ceux qui le traversent. Le décor devient alors une trace du passé et un marqueur de son évolution. Évolution qui dans l'animé est d'ailleurs montrée de pas mal de manières. Un exemple aussi intéressant qu'amusant, c'est la magie. Dans une des premières scènes de combat de l'animé, Frieren fait affronter Afern, le roi des démons. Oui, celui qu'elle et son groupe avaient tué il y a un demi-siècle et qu'elle décèle pour l'occasion. Alors oui, au début c'est un peu perturbant parce que le premier combat fait s'affronter une enfant et le démon qui a terrorisé le monde et qui n'a été défait que par les aventuriers les plus forts de leur époque. Sauf que le démon en question est abattu par Fern avec une facilité déconcertante. Mais alors comment c'est possible? Eh bien simplement parce qu'il utilise une magie trop datée. En 50 ans, le mal absolu est devenu obsolète car coupé du passage du temps. Mais le temps n'apporte pas que des évolutions technologiques, il modifie aussi le passé. Dans Frieren, les statues de Himmel en sont un bon exemple. Il y en a un peu partout dans le monde, et pourtant c'est bien un groupe de 4 aventuriers qui a libéré le monde il y a de ça une vie d'homme. Mais c'est la figure d'un seul héros qui est restée gravée dans la pierre et dans la mémoire des gens. Historiquement, les récits ont beaucoup parlé des hommes qui meurent jeunes, rarement des femmes qui vivent longtemps après eux. Et plus Frieren traverse le monde, plus ce contraste devient visible. Lui est figé dans la pierre et elle, pourtant bien réelle, ne laisse aucune trace. Et oui, on devient une légende quand on n'est plus là pour contredire ce qu'on raconte de nous. Les générations suivantes n'imaginent plus l'humain, elles imaginent le monument. Et à force, ce qui devait être leçon devient décor, quelque chose qu'on croise sans se demander ce qui a été perdu en route. Bref, Frieren est une œuvre particulièrement touchante, qui nous offre de vrais moments de poésie, mais surtout qui nous pousse à nous questionner à notre rapport au temps, au deuil et à l'histoire. À sa sortie en animé, Frieren a eu une réception plus que solide, aussi bien d'ailleurs au Japon qu'à l'international, et ce donc malgré son rythme lent qui contraste avec les autres très grosses productions en cours. En termes de calendrier, la série a bénéficié d'un traitement atypique dès le départ. Pour la sortie télé, qui au Japon est encore une étape très importante, alors même d'ailleurs que c'est devenu complètement obsolète en France, mais donc à la télé, au lieu d'un simple épisode, les 4 premiers ont été diffusés en même temps d'un seul coup, le tout dans un créneau prime time normalement réservé aux films. Étant donné que Frieren peut être un peu
déroutant si l'on s'attend à de l'aventure pure, immerger directement le public dans l'univers et le ton particulier de la série était sans doute la meilleure chose à faire. Sur MyAnimeList, site de référence pour la notation des animés, Frieren va atteindre un score exceptionnel. L'anime dépasse rapidement les 9.30 sur 10, un seuil que seul Frieren a atteint pendant aussi longtemps, le plaçant donc comme l'animé le mieux noté de tous les temps sur la plateforme, et détrônant au passage Fullmetal Alchemist Brotherhood qui détenait ce titre jusqu'à maintenant. Mais très récemment, il y a à peine une semaine, un animé a réussi à se placer au niveau de la saison 1 de Frieren. Mais alors cet animé, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la saison 2 de Frieren. Effectivement sur MyAnimeList, la seule chose à avoir rattrapé la saison 1 de Frieren, c'est la saison 2 de Frieren. Avant donc l'adaptation en animé, le manga avait déjà eu un succès assez solide, avec environ 10 millions d'exemplaires vendus, ce qui est un très bon chiffre même si encore un peu loin des vrais mastodontes du marché. Mais après la sortie de l'animé, les ventes vont connaître une accélération massive. En l'espace de quelques mois, la barre des 20 millions d'exemplaires va être franchie, et finalement, en 2025, le manga dépassera même les 30 millions d'exemplaires en circulation dans le monde. Frieren a montré qu'un anime pouvait refuser l'urgence, refuser la surenchère et mettre le spectaculaire de côté quand il le faut, et malgré tout ça, devenir l'une des œuvres les plus marquantes de sa génération. C'est une œuvre qui nous touche car elle nous renvoie à notre propre incapacité de saisir l'instant quand il existe encore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce changement de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, ça soutient énormément. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.